Bonjour et bienvenue à ce Télésommet 2017, Réinventer la gestion, comment devenir notre meilleur potentiel d'avenir pour co-construire demain. Ce télésommet a pour objectif de vous faire découvrir différentes façons de percevoir, de penser et d'exercer la gestion qui soient rassembleuses, stimulantes, valorisantes, propices à l'amélioration continue et à l'innovation et qui permettent de résoudre des situations complexes et de bâtir ensemble un avenir durable et responsable. Je me présente, mon nom est Marie Côté, je suis fondatrice de la gestion réinventée, consultante en développement et transformation des organisations, coach et facilitatrice de groupes de co-développement professionnel et d'apprentissage dans l'action. Je suis aussi auteure du livre La gestion réinventée, l'avenir est entre vos mains, paru aux éditions JFD en 2016 et préfacé par Céline Bareil, professeure titulaire à HEC Montréal. Sans plus tarder, il me fait grand plaisir de vous faire découvrir nos invités du Télésommet 2017. Je vous souhaite un très bon visionnement. Aujourd'hui, il me fait plaisir d'accueillir Mesdames Rebecca Shankland et Lise Pelleau-Bouc, co-auteurs du livre « Manager en pleine conscience, devenez un leader éthique et inspirant » paru aux éditions du Node en 2016. Madame Rebecca Shankland est psychologue, maître de conférences à l'Université Grenoble-Alpes, responsable du diplôme universitaire de psychologie positive et chercheur au laboratoire interuniversitaire de psychologie, personnalité, cognition et changement social. Elle est également chercheure associée à la chaire Mindfulness, bien-être au travail et paix économique de Grenoble, École de management. Elle est membre du GRIPA, Groupement de recherche et d'intervention sur la présence attentive à l'Université du Québec à Montréal. Elle est aussi membre fondateur et vice-présidente de l'Association française et francophone de psychologie positive. Ses recherches portent sur le développement et les effets de la gratitude et de la pleine conscience dans le champ de l'éducation, des organisations et des psychothérapies. Elle a publié plusieurs ouvrages. Madame Lise Pelleau-Bouc est vice-présidente d'une université d'entreprise dans un grand groupe international et œuvre pour l'intégration de la pleine conscience en entreprise. Elle a 25 ans d'expérience dans le coaching, la formation et les ressources humaines et est manager d'équipe internationale. C'est pour témoigner des apports de la pleine conscience pour le développement d'un leadership conscient, éthique et inspirant qu'elle a écrit l'ouvrage « Manager en pleine conscience » en collaboration avec Rebecca. Dans le cadre de cette entrevue d'une durée de 20 à 30 minutes, nous parlerons de la contribution des pratiques de pleine conscience à un leadership éthique et innovant. Nous échangerons sur la manière dont les compétences émotionnelles peuvent faciliter le renouvellement des pratiques de management. Des exemples d'applications concrètes vous seront présentés. Bonjour Rebecca et bonjour Lise. Bonjour Marie. Merci d'avoir si généreusement accepté de participer à cette entrevue. Pour débuter notre échange, je vous demanderais, est-ce que vous pourriez nous partager votre parcours professionnel? Peut-être qu'on pourrait commencer par Rebecca. Oui, donc j'étais d'abord psychologue chargée de prévention dans le milieu scolaire plutôt, donc de la maternelle à l'université, sur les différentes thématiques de santé physique et de santé mentale. Et puis au vu du retard un peu qu'on avait en France dans le champ de la prévention, je me suis intéressée aux recherches qui étaient faites dans d'autres pays dans le champ de la prévention. Et donc, je me suis spécialisée finalement plutôt dans le développement des compétences psychosociales qui sont des facteurs protecteurs de l'ensemble des conduites à risque. Au lieu donc de faire de l'information sur les conduites à risque comme certaines addictions, les troubles alimentaires, etc., on intervient maintenant plutôt sur comment développer des compétences qui vont agir en tant que facteurs protecteurs par rapport à ces différentes conduites. Et puis donc, en travaillant sur ces questions-là, j'ai effectué ma thèse sur les compétences psychosociales et donc je suis devenue chercheur dans le champ de la prévention, à la fois en milieu scolaire mais aussi en entreprise. Merci. Élise? Alors moi, j'ai débuté comme consultante dans le développement du leadership et comme coach.
Et ensuite, je suis allée travailler en entreprise, du coup, avec une carrière plutôt dans les ressources humaines, où j'ai exercé les fonctions de DRH pendant 10 ans. Aujourd'hui, je me consacre plutôt au développement, du coup, au développement du leadership, au développement de la pleine conscience, puisque j'ai découvert la pleine conscience il y a plusieurs années et que ça a changé complètement ma pratique. C'est ce dont on témoigne dans ce livre. Et d'ailleurs, je vous demanderai tout de suite, qu'est-ce que c'est que la pleine conscience? Alors, la pleine conscience, c'est pas faire le vide. J'aime bien commencer par ça, puisqu'il y a beaucoup de... on peut penser qu'on est en pleine conscience quand on essaye de mettre tout à côté, voilà, de faire le vide en soi. Non, la pleine conscience, c'est quelque part, c'est l'inverse, hein, puisque c'est être là et être vraiment dans la totale acceptation de ce qui est présent. Donc, c'est pas non plus méditer en zazen, assis, forcément, même si ça peut aider d'avoir des temps de méditation. En même temps, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de l'exercice quotidien, à la présence, à l'attention, à ce qui est là. Et pourquoi, selon vous, est-ce que c'est si important dans nos organisations aujourd'hui, puis je dirais aussi dans les organisations de demain? Alors, c'est très important et je pense que tout le monde va comprendre et va le voir très vite dans la mesure où tout va très vite aujourd'hui et où l'entreprise, comme les citoyens, comme tout le monde, on est plongé dans une complexité et dans un niveau d'incertitude par rapport à l'avenir qui est très fort. Donc, c'est ce qu'on appelle souvent VUCA. Donc, c'est un environnement autour de nous qui est très volatile, qui est très incertain, qui est très complexe et qui est plein d'ambiguïté. Donc, du coup, qu'est-ce que ça génère? Ça génère du stress, hein, ça génère aussi de la souffrance au travail, il faut dire ce qui est. Et au niveau plus collectif, ça génère des difficultés relationnelles et ça peut générer une moindre efficacité collective. Donc, du coup, la pleine conscience est une façon de s'arrêter, est une façon aussi de développer sa capacité à accepter les situations telles qu'elles sont. Parce que je disais qu'elles sont complexes et incertaines, mais à partir du moment où on est posé et où on accepte en s'arrêtant ce qui se passe, la pleine conscience permet aussi de développer son attention et du coup de trouver de nouvelles formes de coopération, de communication. Et en entreprise, c'est extrêmement précieux. Je parlais de la capacité d'attention, la capacité de concentration. Elle permet aussi de développer tout ce qui est compétences émotionnelles, en fait, de savoir identifier ses propres émotions. On est tous pétris d'émotions qui passent, en fait, que ce soit de la peur, de la colère, de la joie, de la tristesse, et les accepter, mais aussi pouvoir les exprimer et pouvoir aussi s'en servir. Pourquoi pas? Rebecca, est-ce que tu pourrais nous dire, c'est quoi dans le fond, qu'est-ce que vous appelez les compétences émotionnelles? Oui, en fait, les compétences émotionnelles font partie des compétences psychosociales dont je parlais tout à l'heure, qui aident à mieux s'adapter aux situations que l'on rencontre. Alors, actuellement, on compte 10 compétences émotionnelles, 5 par rapport à ses propres émotions et 5 par rapport aux émotions d'autrui. Alors, je vais un peu plus détailler les compétences par rapport à soi. Comme Lise l'a dit juste avant, donc la première compétence, c'est cette capacité à identifier les émotions. Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur et distinguer les émotions des sensations. Lorsque j'ai faim, c'est différent de la colère. Et si on arrive à bien distinguer les différentes nuances et la distinction entre émotions et sensations, on peut répondre de manière plus appropriée aux situations qu'on rencontre. Alors que si on a simplement cette sensation de malaise ou de mal-être, on va avoir tendance à répondre toujours d'une même manière, par exemple en mangeant. Alors que ce soit la colère, la tristesse, la faim, le froid, on va répondre en mangeant. Et donc, on a tendance à avoir plus de conduites qui sont inappropriées par rapport à ce qui favorise le bien-être.
La deuxième compétence, c'est la compréhension des émotions. En fait, les émotions ne sont pas en soi positives ou négatives, ce sont simplement des messagers qui viennent nous informer d'un changement dans l'environnement qui nécessite une adaptation. Donc, par exemple, la colère, elle peut survenir suite à une injustice et nous donner suffisamment d'énergie pour agir sur cette situation, pour prévenir quelqu'un, etc. Et donc, ce sont toutes des dimensions utiles. Et alors qu'on a tendance à se dire les émotions positives, c'est chouette, mais par contre, les émotions désagréables, on ne voudrait pas en avoir. Donc, tout à l'heure, Lise parlait de la capacité d'acceptation. C'est se dire, quelle que soit l'émotion, je vais écouter ce message et voir ce que j'en fais. Est-ce que c'est le bon moment de réagir ou est-ce que ce sera pour plus tard? Et donc, ça, c'est lié aussi à la troisième compétence qui est l'expression des émotions. Il y a certaines personnes qui pensent aujourd'hui qu'il faudrait à tout prix exprimer ses émotions. Donc, il y a beaucoup de psychologues qui travaillent sur l'expression des émotions. En fait, cette compétence, c'est surtout la capacité à l'exprimer de manière juste et en fonction du contexte, savoir si c'est le bon moment ou pas d'exprimer cette émotion. Donc, il ne s'agit pas simplement de dire des choses, de dire ce qu'on pense, de dire ce qu'on ressent, mais de l'exprimer de manière à ce que cela produise des changements utiles dans l'interaction, alors que si on l'exprime d'une manière inadaptée, ça va générer au contraire plus de difficultés. La quatrième compétence émotionnelle, c'est la régulation des émotions, c'est-à-dire que pour pouvoir exprimer de manière juste les émotions ou les besoins qui sont derrière, il faut pouvoir réguler l'intensité. Donc quand il y a une émotion très forte, on sent qu'on va partir dans des comportements automatiques comme crier ou dire des choses qu'on va regretter par la suite. Alors on peut se dire, tiens, là je sens que c'est en train de monter, je vais essayer de faire diminuer ça, soit avec des exercices de respiration, de visualisation, etc. Et ensuite, je peux accueillir simplement le message qui est derrière l'émotion en proposant du coup une action ou un message qui est adapté en fonction de l'environnement. Et puis la cinquième compétence par rapport à nos propres émotions, c'est l'utilisation de ces émotions. C'est-à-dire que on a tendance à penser qu'on devrait laisser les émotions à la maison et venir au travail uniquement avec sa tête. En fait, les recherches montrent que c'est très utile de s'appuyer sur ces émotions pour les relations évidemment, mais aussi pour les prises de décision au travail. Et donc, être capable d'utiliser ces émotions, ça va être au contraire un outil très important dans le management. Alors ça, c'est les 5 compétences émotionnelles par rapport à soi et elles se déclinent de la même manière par rapport à autrui, identifier les émotions d'autrui, les comprendre, etc. Ce qui implique en fait une capacité d'empathie. Et cette empathie va être fortement développée par les pratiques de pleine conscience. On est à la fois plus présent à soi, mais aussi plus présent à autrui. Et donc, on perçoit mieux ce qu'il est en train de vivre, on arrive mieux à se décentrer, à se mettre à la place de l'autre pour comprendre pourquoi c'est compliqué pour lui et donc à adapter ses comportements en fonction de cela. OK. Et donc, de quelle manière est-ce que ces compétences émotionnelles peuvent permettre de renouveler, Lise, les pratiques de management? J'aime bien ce que dit Rebecca quand elle dit être plus présent à soi et être plus présent à autrui. En fait, qui dit pratique de management dit forcément interaction avec autrui. Et c'est vraiment très utile pour un manager de connaître et de savoir travailler avec ses émotions, de ne pas se couper la tête, mais de devenir entier. Au niveau du coup du leadership, c'est vraiment ce qui permet de développer son intuition, par exemple. Parce qu'à partir du moment où on est à l'écoute en fait de l'ensemble de ce qu'on ressent, on est beaucoup plus intuitif. Ça permet de développer sa créativité également, puisque en fait, à partir de son intuition, on peut développer des nouvelles choses. Ça développe son adaptation, toutes choses qui sont vraiment très très utiles pour un manager. On a cité dans le livre Manager en pleine conscience qu'on a écrit avec Rebecca, on a cité 12 compétences pour un leader éthique et innovant. Donc, ces 12 compétences qui sont vraiment liées à la pleine conscience. Il y a la confiance, il y a l'empathie, il y a la gratitude, le courage. Je ne vais pas toutes les citer, mais… prenez le temps de les citer, on a le temps, prenez le temps. Alors, il va falloir que je les reprenne
que je les reprenne toutes. Donc en fait, on cite et après on définit avec des exemples en fait. OK. Avec également, donc on cite et on définit, et Rebecca a vraiment fait un travail de définition par rapport à ça. Et ensuite, on a apporté des exemples plutôt de la pratique, de comment est-ce que ça se met grâce à la pleine conscience, comment est-ce qu'on peut être plus créatif. Donc, on cite la créativité, la flexibilité, l'adaptation, l'ouverture, l'intuition et le discernement, c'est-à-dire aussi dans l'acceptation de la situation telle qu'elle est et l'attention à ce qui existe, et ben, on arrive à discerner mieux. On cite la lucidité, qui est aussi d'accepter, non pas avec beaucoup d'opinions, mais avec d'accepter les faits et d'être lucide par rapport aux faits, par rapport à la réalité. On développe aussi la capacité à donner du sens, hein, puisqu'en fait, être dans la pleine conscience, c'est aussi se raccrocher à ses valeurs. Et donc, il y a tout un chapitre sur les valeurs et sur la façon dont on a tous besoin d'être accordé au sens et à ce qu'on fait, en fait, au final, en fait, de la façon dont on sert un but qui nous dépasse. Et donc, la décentration que Rebecca décrivait tout à l'heure, ce fait de se décentrer de soi, fait qu'on peut se connecter à des valeurs qui sont des valeurs qui transcendent, en fait, qui on est et notre petite personne. Donc, la capacité à donner du sens, c'est quelque chose aussi de vraiment développé. La persévérance avec souplesse. Moi, j'ai bien aimé parce que la persévérance, on peut penser que je persévère, donc on force. Et en fait, le fait de forcer est à l'encontre de la pleine conscience. Puisque la pleine conscience, c'est au contraire, c'est être et développer une qualité d'être. Donc, ça n'a rien à voir avec forcer. Mais par contre, il faut être persévérant parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément naturel. D'avoir conscience de ses émotions, comme disait Rebecca tout à l'heure, de les mettre, de les utiliser à bon escient sans forcément les exprimer comme ça à tous les limites. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on peut s'entraîner à faire. Voilà, donc j'ai pas donné les 12, mais je pense que il y a vraiment toutes les descriptions dans notre ouvrage. Si vous voulez que je continue, Marie, je peux continuer à les citer, mais... Non, c'est bon, allez-y. Selon vous, Rebecca, en quoi est-ce que c'est prouvé scientifiquement cet apport-là des compétences émotionnelles? Alors justement, vous parliez de cette compétence ou ces dimensions de la pleine conscience qu'on peut développer, sur lesquelles on peut travailler. En fait, il existe des programmes qui ont été faits, par exemple Mindfulness-Based Stress Reduction, qui est le programme le plus répandu. Donc, c'est un programme basé sur la pleine conscience qui permet de réduire le stress. Et en général, ces programmes sont sur un format de 8 séances à raison de 2 heures ou 2h30 par semaine, où ensuite on encourage les participants à pratiquer entre les séances pour vraiment intégrer ça dans leur quotidien. Donc, il y a eu beaucoup de travaux sur ces programmes, sur les effets de ces programmes, à la fois les effets immédiats et puis les effets à plus long terme. Donc, il y a plus de 1500 recherches qui sortent sur les dernières années. Donc, c'est vraiment en pleine expansion, alors qu'il y a 30 ans, il y avait 1 ou 2 articles qui sortaient par an. Donc, c'est vraiment un champ en pleine expansion, avec des recherches à la fois sur les effets en termes de bien-être physique, mental et social. Alors, au niveau physique, les recherches montrent par exemple que ça va améliorer le fonctionnement immunitaire. Au niveau de la santé mentale, il y a beaucoup de travaux qui ont porté sur les symptômes dépressifs et qui montrent en fait que c'est actuellement, d'ailleurs c'est recommandé en Angleterre par l'Agence nationale de santé en termes de prévention des rechutes. Ils envoient les patients en prévention des rechutes vers des programmes de pleine conscience. Donc c'est vraiment très efficace en termes de prévention des rechutes dépressives mais aussi addictives. Donc, par rapport à différentes conduites addictives, par rapport aux troubles alimentaires, voilà, ça a été appliqué dans beaucoup de domaines de santé mentale. Et sur le plan des relations sociales, en fait, ça améliore la qualité des interactions, la qualité des relations, la confiance et les comportements prosociaux. Par exemple,
dans une expérimentation. Et les personnes, à la suite du programme de pleine conscience, étaient invitées à venir au laboratoire pour des tests cognitifs. Et puis, lorsque le participant arrivait dans la salle d'attente, il se retrouvait avec une seule chaise disponible, les autres étant déjà prises par des compères des chercheurs. Et donc, le participant s'asseyait et ensuite, un autre participant, enfin en fait c'était un compère, mais arrivait avec des béquilles et les chercheurs ont mesuré si dans les 2 minutes, le participant du programme Pleine Conscience cédait sa place à la personne qui arrivait avec des béquilles. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que 50% des personnes du programme Pleine Conscience cédaient leur place contre moins de 20% de personnes qui n'avaient pas encore participé au programme mais qui étaient aussi conviées pour ces tests cognitifs. Donc, ça montre quand même une augmentation importante en termes de comportements prosociaux effectifs qui ont été par ailleurs également montrés en termes de réduction de la discrimination par rapport aux personnes âgées, etc. Donc, il y avait vraiment un impact très important sur le plan social. Très intéressant. Lise, vous qui travaillez dans un groupe international, est-ce que vous avez des exemples concrets de l'usage ou en tout cas de la maîtrise de la pleine conscience dans l'organisation? J'ai plein d'exemples. C'est bon, allez-y, on aime ça. L'exemple qui me venait en écoutant Rebecca, donc c'est scientifiquement prouvé. C'est prouvé aussi par la pratique et notamment j'ai un exemple d'une équipe de commerciaux. Donc c'est vraiment très pratique avec un contre-exemple d'un leader qui est dans la dévalorisation, dans la pression et qui du coup voit les résultats commerciaux qui sont de plus en plus mauvais. Et un exemple opposé d'un leader qui, au contraire, est beaucoup plus en empathie, dans la compréhension de ce qui se passe pour ses commerciaux, dans vraiment le côté positif, de renforcement de tous les comportements positifs, et qui a des résultats beaucoup plus positifs en termes de vente. Donc déjà, rien que là-dessus, sur ce petit exemple, on prouve tous les jours en fait de l'intérêt et l'effet pratique en fait de ce mode de leadership. Après, des exemples aussi en termes de gestion de réunions, donc vraiment très pratique. Sur l'efficacité des réunions, c'est-à-dire si on commence une réunion déjà par faire un petit tour de table sur la météo intérieure pour savoir comment les gens se sentent. Si on assure un peu la focalisation attentionnelle en aidant les gens dans la réunion à savoir où on en est, quelle est l'intention de la réunion, quel est l'agenda, etc. Et si aussi on demande pendant une réunion à chaque participant d'être dans l'écoute et de ne pas juger tout de suite, c'est-à-dire de pouvoir se mettre un petit peu en retrait, se décentrer de son propre cheminement en termes de pensée pour vraiment écouter l'autre, ben c'est toutes choses qui font que les réunions, et ça c'est vraiment de la pratique, sont beaucoup, beaucoup plus efficaces. Moi, j'ai passé des années à préparer, c'est pas à mon avantage, mais à préparer la réunion d'après en étant à la réunion, pendant la réunion et à me dire non, il y a quelque chose qui va pas parce que du coup, on est tout le temps en train de courir après le temps et en termes d'efficacité, vu qu'on n'était pas présent, les décisions sont pas bonnes, les échanges sont pas de qualité, du coup, c'est absolument pas efficace. Et à recentrer et à aider les membres de mon équipe à se recentrer sur c'est ici et maintenant que ça se passe et c'est par une écoute profonde qu'on va réussir à trouver des solutions puisque les réunions c'est fait pour résoudre des questions ensemble. À ce moment-là, on est vraiment dans l'efficacité. J'ai aussi des exemples dans le domaine des relations sociales. Par une écoute attentive, on arrive beaucoup plus à construire des points de vue, même si on vient d'univers très différents, avec des cadres de référence différents et des intérêts quelque part différents. Par une écoute attentive et par de la co-construction, en fait, on arrive à être aussi beaucoup plus efficace. Voilà, j'en ai d'autres, mais je pense que déjà ça donne des idées.
Je suis curieuse, est-ce que c'est quelque chose que vous, en tout cas, que vous travaillez à tous les niveaux hiérarchiques de l'organisation? Alors, c'est valable pour tout le niveau hiérarchique de l'organisation. Et c'est une très, très bonne question, Marie, parce que, en fait, on peut penser qu'implémenter la pleine conscience en entreprise, il faut commencer par le top management, il faut commencer. Enfin, il y a plein d'avis. Et en fait, quel que soit l'endroit où ça commence, en fait, c'est une personne qui pratique, une personne qui est dans cette conscience-là, qui va développer autour d'elle cette conscience. C'est viral en fait. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit d'entreprise, ça a du sens et ça améliore l'environnement. Vu que l'entreprise est un système, bah forcément le système va être dans une spirale positive. J'ai une autre question qui me vient à l'esprit, c'est, on a parlé tout à l'heure qu'il y avait des programmes pour ça. Rebecca, vous disiez qu'il y avait des programmes et que ça avait été quand même démontré scientifiquement les effets, mais dans l'organisation, est-ce que vous avez formé ces gens-là à ces programmes-là ou vous y êtes pris en adoptant, comme vous dites, différentes stratégies qui permettent aux gens de se recentrer? Comment vous avez déployé ça dans votre organisation? Alors, en fait, on l'a développé en commençant par le programme que citait Rebecca tout à l'heure, Okay. qui est vraiment un programme en 8 semaines très structuré et qui permet vraiment la réduction du stress. En fait, l'axe stress est un axe forcément très intéressant puisqu'en fait, les entreprises sont toutes confrontées à la même chose, à une augmentation du stress, à une augmentation du coup de cette nécessité d'accepter, de faire des pauses et donc du coup de développer la pleine conscience. Donc du coup, nous, comme beaucoup d'entreprises, on a commencé par ça, par le programme MBSR. Et ensuite, c'est ce que je disais en disant que c'est viral, c'est-à-dire que petit à petit, il y a plus de personnes. Donc du coup, on a eu un intérêt pour des méditations par Skype, hein, du coup, qu'on ouvre Oui. 2 fois par semaine. Et donc, du coup, qui permettent aux personnes de se connecter et de pratiquer pendant 20 minutes. Il ne faut pas très longtemps, en fait. Et pour que ça rentre petit à petit dans son quotidien, l'intérêt étant qu'à n'importe quel moment, on peut pratiquer et ce n'est pas juste pendant ces 20 minutes. En même temps, le fait de se regrouper autour d'un Skype pendant 20 minutes aide vraiment à la pratique. Et petit à petit, c'est le bouche à l'oreille, c'est le fait que les personnes qui sont dans cette dynamique ont quelque part développé une qualité relationnelle, une qualité d'être qui est visible en fait. Et du coup, c'est comme ça que ça se développe. Et moi, je crois beaucoup à ça. Ça peut se développer à n'importe quel endroit de l'entreprise et à n'importe quel moment. Ce qui est magique. Tout à fait. Ah oui, tout à fait. Et je vois tellement le lien avec les nouvelles pratiques de gestion où on demande aux gens de faire preuve d'empathie, d'être ouverts à la diversité, d'être créatifs. En tout cas, vraiment, là, je vois vraiment les liens, puis on dirait que là, je me rends compte à quel point c'est une démarche qui peut aider dans le changement de posture de gestion, en tout cas qu'on sent de plus en plus que les gestionnaires doivent adopter avec une gestion plus contemporaine. Rebecca, Lise, peut-être pour terminer, j'aimerais ça savoir, pour les gens qui nous écoutent actuellement, les gestionnaires qui nous écoutent actuellement, là, qui voudraient en connaître davantage, aller plus loin sur le sujet, qu'est-ce que vous leur conseillez? Alors peut-être, juste pour rebondir aussi sur ce que Lise vient de partager, j'aurais envie de dire peut-être on n'est pas obligé tous de commencer par la méditation formelle ou par des programmes MBSR par exemple qui impliquent un engagement important, c'est-à-dire qu'en général on demande aux personnes de pratiquer tous les jours environ une demi-heure, 45 minutes, etc. Et donc parfois pour les managers, d'emblée, ça semble impossible de caser ça dans l'emploi du temps qui est déjà tellement chargé. Et donc, on a développé un autre programme qui s'appelle FOVEA, qui est également basé sur des pratiques qui développent l'attention au moment présent, qui sont inspirées de la méthode Vitos. Et en fait, l'idée, c'est de permettre cette qualité d'attention, mais vraiment dans les actions, dans les actes du quotidien, dans les situations quotidiennes, sans ajouter quelque chose dans l'emploi du temps,
par exemple, on va proposer pendant une semaine, porter votre attention au toucher. Et donc, quand vous serrez la main d'un collègue, quand vous ouvrez la porte, quand vous tapez sur le clavier de l'ordinateur, etc., simplement pour aider les personnes à se rattacher à l'instant présent au lieu de partir toujours dans des anticipations anxieuses ou des ruminations par rapport à quelque chose qui s'est mal passé. Donc, vraiment une aide à revenir dans l'instant présent à travers les 5 sens. Et donc, ça peut être une première manière de développer ces différentes dimensions de pleine conscience, être simplement là, sans jugement, découvrir comment c'est quand j'écoute tel ou tel son d'habitude je me dis ah c'est un son qui m'énerve, et là on va simplement explorer, tiens, comment il est ce son, plutôt aigu ou pas, et donc voilà, simplement être là et accueillir ce qui vient. Donc ça peut être aussi une manière de pratiquer qui peut favoriser le développement de la pleine conscience. Merci. Lise, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou... Le conseil que j'aimerais donner, en fait, c'est de commencer par soi. Et c'est ce que Rebecca disait. Enfin, c'est vraiment important de commencer par soi. C'est bien d'en parler, mais c'est commencer par soi et en pratiquant. Je pense que c'est vraiment bien. Après, comme disait Rebecca, tout est support en fait. Ça peut être un bruit, ça peut être les sens sont support. Moi, j'ai un support qui est la respiration, qui est un support qui est précieux puisqu'on l'a toujours sur soi, et on peut vraiment marcher en respirant, donc en étant vraiment conscient de ses mouvements et de sa respiration. On peut, quand on parle, être conscient aussi, ou quand on écoute l'autre, enfin quand on est en relation, on peut aussi être centré sur sa respiration et tout en étant centré sur nous. Donc, je pense qu'il y a plein de possibilités de pratiquer. Et enfin, moi, j'encourage à la pratique et qui est toute simple et en même temps qui est un apprentissage. Eh bien, je peux vous assurer, mesdames, que vous nous donnez le goût de le faire. Ça, c'est certain. On sent la passion à travers vos propos. C'est vraiment perceptible. Alors, malheureusement, le temps consacré à cette entrevue est écoulé, mais Rebecca et Lise, je tiens vraiment à vous remercier encore une fois pour votre participation à ce télésommet. Ce fut vraiment très, très intéressant. Je suis certaine vraiment que ceux et celles qui nous écoutent en ce moment vont souhaiter en apprendre davantage sur l'exercice d'un management en pleine conscience. Puis en même temps, j'aimerais ça aussi vous remercier de contribuer par vos travaux au développement d'un leadership éthique et innovant. Alors, merci encore. Pour ceux et celles qui nous écoutent, je vous rappelle que le courriel d'invitation que je vous ai envoyé pour assister à cette entrevue, sur le courriel, j'ai déposé 2 liens de gratuité. En fait, ce sont 2 conférences qui sont données par Rebecca et que vous pourrez aller visionner. Les conférences portent sur la psychologie positive et la pleine conscience. Pour demeurer informé aussi de nos activités, échanger, partager vos découvertes dans le cadre du télésommet. Je vous invite aussi à aimer notre page Facebook, La Gestion Réinventée, et à vous inscrire au groupe Réinventer la gestion Télésommet 2017. Alors, vous pourrez partager ensemble avec moi, avec Lise et Rebecca, si elles le souhaitent, vos différentes réflexions sur le sujet. Alors, n'oubliez pas aussi de prendre connaissance quotidiennement de vos courriels pendant la période qui est consacrée au télésommet pour demeurer informé des entrevues à venir. Alors, je vous remercie tous de l'intérêt que vous portez à cette entrevue, de l'intérêt aussi que vous portez au télésommet 2017, Réinventer la gestion, comment devenir notre meilleur potentiel pour co-construire demain. En souhaitant moi-même contribuer à l'évolution des pratiques de gestion pour un avenir durable et responsable, Marie Côté, fondatrice de la gestion réinventée et auteure. Merci encore. Au revoir. Merci.